Bon, les gars, après le super podcast sur le féminisme de la semaine dernière, on a décidé de revenir à des choses un peu plus masculines, un peu plus certaines, un peu plus calculées, c'est le cas de le dire, puisqu'aujourd'hui on va parler des rapports entre la science et la littérature. Alors, c'est pas forcément une association qui est évidente au premier abord, on a souvent opposition entre les mathématiques et le français à l'école, par exemple, et pourtant, c'est quelque chose qui est finalement beaucoup plus important qu'on pourrait le croire, notamment dans les domaines de la science-fiction, mais pas que. Et pour en parler aujourd'hui, je suis bien évidemment avec Mos Payorum. Comment ça va, Mos? Eh ben, ça va très bien. Merci le Hussard pour ton introduction qui donne honneur à tous les scientifiques qui nous écoutent nombreux, hein. En tout cas, dans ma Mm. communauté, je sais qu'il y en a beaucoup. Ouais, j'en ai Et on n'est aussi. pas tout seul parce qu'il y a aussi un autre Exactement. invité. Vas-y, peut-être Yann, je te laisse te présenter. Tu es auteur et tu es aussi professeur de mathématiques. Oui, exactement. Bah, bonsoir à tous. Félicitations, le Hussard, pour cette introduction troussée d'un trait et sans bégaiement. Merci donc de l'invitation. Je suis professeur de mathématiques et j'interviens. Je suis auteur, donc j'écris un certain nombre de livres de vulgarisation mathématique et aussi des cours de maths. Donc je travaille avec plusieurs éditeurs et j'ai publié un certain nombre d'ouvrages à l'heure actuelle et il y en a d'autres qui Et arrivent. tu peux peut-être donner les titres. Oui, Ouais. est-ce qu'on peut faire un peu de pub en disant un peu où est-ce que les gens peuvent retrouver du Yann Prado de qualité? Voilà. Alors déjà, ils peuvent trouver du Yann Prado de qualité avec un seul N à Yann sur mon site où je référence toutes mes publications. Enfin, il y en a donc chez Alia. Je crois que la version papier est épuisée. C'est mon premier ouvrage, Algèbre, chez Alia. Mais la version électronique existe encore. Ensuite, Flammarion. J'ai publié 2 ouvrages chez Flammarion. Le premier s'appelle CQFD, 21 façons de prouver en mathématiques, et le deuxième s'appelle La guerre des nombres premiers. Et le troisième est en cours de rédaction. Et enfin, bon, les Voilà. ouvrages chez Ellipse qui sont du parascolaire, mais il y en a un qui peut intéresser les parents. C'est un guide de survie mathématique pour parents et lycéens, et ça s'appelle Passe la seconde. Je pense que ce sera très utile parce qu'à mon avis, il y a beaucoup de parents qui sont complètement perdus, même avec une équation du premier degré, hein. Même avec un théorème de Pythagore, je pense qu'on a déjà largué 25% des parents d'élèves, donc facilement même, très très facilement. Et j'ai pas parlé de Thalès. Alors, peut-être juste avant de commencer à rentrer dans le vif du sujet, peut-être que notre deuxième scientifique du jour, c'est-à-dire toi, Moss, aurait quelque chose à nous dire à propos de l'actualité des éditions Carmin. Eh ben, écoute, les actualités sont bonnes. On a signé un contrat pour, la traduction d'un auteur économiste. Je vais donner son nom. Alors c'est très bizarre parce que au moment où je Dis-le. l'enregistre, le nom n'est en entre guillemets «pas connu», mais au moment où ce podcast va sortir, du coup, les gens, auront probablement déjà, commencé à en entendre parler. C'est Thomas Sowell, dont on a récupéré Social Justice Fallacies, qui va être traduit par nos soins et qui sera probablement disponible à peu près à Noël. Donc voilà, on a. Enfin, Tu ça veux fait dire, quelques tu veux mois dire qu'on travaille sur ce contrat et ça fait quand même quelques temps aussi qu'on a commencé à amorcer la traduction parce que même si on n'avait pas finalisé tous les détails du contrat, ben, on savait que c'était en bonne voie, donc on s'est un peu avancé. Voilà. c'est top. Et du coup, alors quand tu dis disponible pour Noël, tu veux dire que les gens auront le livre pour sous le sapin, ou alors que la campagne de financement sera lancée aux alentours de Noël? Alors la campagne de financement sera probablement lancée début novembre. Mais est-ce que les livres seront sous le sapin, à Noël? Ça va peut-être être un peu compliqué. Voilà, je m'avance pas, je sais pas encore, là, au moment où on enregistre le podcast, parce que vous l'écoutez, avec, 2 semaines de retard. Donc peut-être qu'à ce moment-là, je saurai et je viendrai mettre un petit commentaire en dessous de la vidéo YouTube pour vous donner tous les détails pratiques. Mais pour l'instant, je ne sais Avec pas. joie. Et je veux dire, on a discuté avec l'imprimeur, et cetera, donc apparemment les délais sont un peu plus longs, il y a des problèmes de machine, et cetera. Enfin, toute la partie que vous voyez pas d'habitude, en fait, c'est-à-dire, en gros, comment on passe d'un texte à un bouquin physique, quoi. Donc Ok. c'est pas sûr et certain qu'on arrive à tenir ça pour Noël, c'est certain qu'on arrivera à le tenir pour au moins, janvier, mais Noël, peut-être que ça va être un peu compliqué, voilà. Ok, ok, ok. Bon, bah, ça fait des beaux projets, ça, des très très beaux projets. Eh ben, écoute, pour rester dans la dynamique pédagogique et parler un peu de la giberne de mon côté, moi j'ai le plaisir d'annoncer aux gens qui écoutent ce podcast que ça y est, la giberne est inscrite sur le Pass Culture. Donc voilà, pour les plus jeunes d'entre vous,
vous pouvez accéder à toutes les versions numériques des livres avec les crédits du Pass Culture. Voilà, donc c'est un très bon moyen de soutenir la chaîne sans bourse déliée, la chaîne et la maison d'édition. Et pour ceux qui ont déjà toute la collection papier, sachez qu'on travaille, pareil pour Noël. Normalement, vous pourrez les avoir sous le sapin, même sans problème. On travaille sur la suite de l'Hydre, donc ça y est, on peut le dire officiellement, c'est déjà bien avancé. Donc je pense qu'on aura une fin d'année assez riche d'un point de vue éditorial. Et puis pour 2025, on vous prépare plein de trucs. Il y aura plus de parutions l'année prochaine, des nouveaux auteurs, des auteurs que vous connaissez déjà, des gens que vous connaissez déjà, mais dont vous vous dites pas que ça pourrait être des auteurs. Enfin bref, ça va y avoir des choses assez cool qui se préparent. Donc bon, pas tellement de science pour le coup, plutôt des coups d'épée dans le sens de la hauteur, mais c'est pas incompatible, donc on est quand même content. Voilà. Et toi, cher Hussard, y a-t-il un tome 2? Alors oui, tout à fait, tout à fait. Moi, je travaille, ce sera pour 2025. J'en parle pas encore tout de suite, c'est pas encore suffisamment avancé pour ça, mais il y a des suites. Il y a des suites, il y aura du Mathias Kessler, le retour. Enfin, c'est comme les Rocky, après ça s'arrête plus, quoi. On va aller jusqu'au 6 au 7 facilement, sans forcer. Voilà. Il aura fallu qu'on attende d'inviter Yann pour que tu avoues enfin travailler sur la suite quand même. Moi, Ouais, non, 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 tu rigoles quoi. on Depuis va le le début, j'ai réinviter dit comme qu'il y ça, tu aurait, donneras j'ai dit qu'il y aurait des Je suis secrets. l'accoucheur. Voilà, c'est du travail de sage-femme. Non, j'ai toujours dit qu'il y aurait une suite et j'ai toujours dit qu'il y en aurait. Maintenant, voilà, ça se mérite un petit peu. Je trouve qu'il y a encore trop peu de gens qui ont lu PIRL, même si c'est très bien vendu, c'est pas la question, mais je veux encore laisser aux gens le temps de miser dessus before il y ait toute une bibliothèque qui soit remplie de bangers, tu vois. Genre, il faut laisser le temps de s'installer, quoi. Bon, bah très bien. Et bah, puisque tout se mérite, je crois qu'on mérite aussi un petit générique. Générique. Regagnez le carré! Feu! Bon alors, gros sujet aujourd'hui, mine de rien, parce que alors quand j'ai dit à Amos, si on faisait un épisode sur science et littérature, moi je pensais parler naïvement un petit peu de SF, de voyages spatiaux, éventuellement de voyages dans le temps, et puis peut-être faire un petit détour par les pseudosciences du 19e siècle, avec le Balzac, avec la craniométrie, ce genre de délire un peu vaguement border du 19e siècle. Et lui, en fait, comme c'était un mec binaire, un scientifique binaire, il est venu avec quoi? Avec des maths, avec des gros mathématiques bien velus. Donc maintenant, je vais le laisser se débrouiller. Voilà, ils vont parler de nombres premiers, d'algèbre, de topologie. Enfin, je suis perdu. Moi, j'ai arrêté les maths à 18 ans, hein, donc là, ça va être un petit peu complicado. Mais voilà, je vous laisse débrouiller. Mos, bienvenue dans le Ta Galère. Bah écoute, alors non, non, en vrai, ça va être quand même assez sympa parce qu'on va parler de plein de choses, notamment, enfin, c'est pour ça que j'ai choisi aussi d'inviter Yann Prado là sur notre discussion, puisque lui-même a écrit sur des sujets qui sont très complexes. Enfin, moi, j'ai lu Algèbre que tu as écrit et où tu parles de choses que je n'ai pas compris. C'est-à-dire que moi, j'ai fait maths sup, maths spé, et j'ai fait un peu de maths après, et en fait, j'étais largué et j'ai essayé de lire des pages Wikipédia qui sont censées être une sorte de vulgarisation pour les nuls, même de concepts un peu complexes. Et même les pages Wikipédia, je cliquais et j'étais coincé dans des sortes de définitions circulaires, en fait, où en gros, un espace de machin était défini comme étant ceci. Je cliquais sur le lien, j'allais chercher, et on me disait que c'était défini comme étant L'enfer de un l'hypertexte. sous-espace de l'algèbre, je sais pas quoi. Et j'étais là et je comprenais même pas de quoi ça parlait. Et en fait, ce qui est très amusant, c'est que toi, tu as écrit du coup, donc Algèbre, c'est une sorte de biographie, format relativement court, quand même une centaine de pages à peu près, de la vie donc d'un mathématicien assez célèbre qui a eu une médaille Fields, qu'il a refusée. On pourra peut-être en parler un petit peu. Et en fait, tu arrives à nous rendre la chose quand même pas forcément compréhensible dans tous les détails parce que tu t'appesantis pas tellement sur la partie mathématique, mais au moins tu nous fais comprendre certains des enjeux de sa vie. Notamment, c'est très drôle parce que le gars finit à moitié dans le Larzac, en train d'être dans un délire en minimaliste, avec des bouddhistes qui lui vendent n'importe quoi, des pseudosciences, des machins. Et c'est assez rigolo en fait de constater que bah, c'est pas évident en fait de présenter la vie de gens qui ont consacré leur existence à faire des maths
et de rendre intelligible leur travail, en fait. Et je trouve que tu l'as assez bien fait dans Algèbre. Et du coup, enfin, tu vois, c'est ça qui m'intéressait dans cette discussion, c'était de discuter de comment tu fais, toi, quelles sont tes stratégies d'auteur pour rendre compréhensible la vie, les enjeux, les tensions dramatiques d'un personnage dont, a priori, nous ne pouvons pas comprendre pour l'immense majorité d'entre nous, et moi compris, en fait, ce qui les tracasse. Alors, précisément pour Grothendieck, la contrainte, non pas la contrainte, mais le choix que j'ai eu dès le début, ça a été de ne jamais parler de maths. C'est-à-dire de ne jamais tenter d'expliquer ce qu'il a fait, d'une part parce que c'est vraiment des maths qui sont parmi ce qui se fait de plus avancé à l'heure actuelle, donc ce serait perdre un temps bien trop long, de bouffer beaucoup trop de pages et perdre beaucoup trop de lecteurs pour quelque chose qui est finalement pas si important que ça. Je voulais me concentrer sur la vie de l'homme, et parce que quand j'ai découvert Grothendieck et quand j'ai découvert son existence, j'ai tout de suite eu une résonance avec une partie de mon existence à moi, des choses, tu vois, des schémas familiaux, des histoires, des fantômes familiaux. Donc, c'est la partie l'homme derrière l'œuvre. Je sais qu'il ne faut pas séparer l'homme de l'œuvre, ou il faut le faire, je ne sais plus très bien. Mais là, c'est précisément... On sait jamais, on sait jamais. On sait jamais. Je me suis occupé précisément sur l'homme. Et maintenant, et c'est quelque chose que... L'histoire des maths, en fait, voilà, je m'intéresse plus à l'histoire des mathématiques qu'aux mathématiques. Parce que il s'avère que par la pratique, je vois bien que les problèmes qu'on peut rencontrer en mathématiques sont exactement les mêmes qui, au cours de temps, ont été rencontrés par les plus grands mathématiciens. Il y a les concepts qu'aujourd'hui on peine à comprendre, ont mis 3 siècles à émerger. Donc, je m'intéresse à l'histoire des idées, et en ce qui concerne Grothendieck, mais il y a un autre, Riemann par exemple, est un autre mathématicien qui m'intéresse beaucoup. Il s'avère qu'il y a énormément de choses. Tu sais, c'est un peu Nietzsche qui disait une philosophie, c'est la biographie d'un philosophe. Il y a quelque chose de l'ordre... Chez Grothendieck, par exemple, il y a son passé, son rapport à la guerre, le rapport à son père. Il est quand même né en 1928 en Allemagne, tu vois, période un petit peu troublée à Berlin. Et il a son histoire. C'est ce que j'allais dire. C'est ce que j'allais dire. Je pense qu'il faudrait peut-être pour les auditeurs contextualiser un petit peu. Donc Grothendieck, vraiment en 4-5 phrases, quelle est sa biographie? Donc né en 28 à Berlin. Né en 28 à Berlin, d'un père et d'une mère anarchistes. Le père étant originaire de cette zone de Russie où, selon le vent, les frontières bougent, donc un petit peu biélorusse ou un peu ukrainien, et surtout d'une communauté de juifs ultra-orthodoxes. Les deux ont abandonné leurs enfants nés de diverses, j'allais dire divers mariages, mais non, de diverses relations, et ils les ont abandonnés pour aller faire la guerre en Espagne. Grothendieck a retrouvé sa mère, a été interné en France, parce que c'était le fils d'une Boche, et a découvert les mathématiques à ce moment-là. Il s'est avéré qu'il était autodidacte et très très bon, et donc il a été découvert par le système éducatif français, qui l'a propulsé à Paris, et là à Paris il est rentré normal sup et autres, quasiment en candidat libre et autodidacte. Ah ouais, putain. Ouais, Solide, il est arrivé à normal sup avec une licence qu'il avait obtenue à Montpellier en séchant la moitié des cours, voire tous les cours, tu vois. Ah ouais, c'est vraiment incroyable, parce que ça, c'est des trucs qu'on voit en maths, en lettres. Je veux dire, tu fais une prépa lettres et tu sèches un cours, t'es grillé, c'est mort, t'auras pas le NS. Alors qu'en maths, j'ai l'impression qu'il y a des gens, il suffit d'être très très bon, et alors là, ça rentre tout seul, quoi. T'as des ovnis en sciences, Oui. en maths, mais moi j'en ai croisé aussi dans d'autres types de cours, Moi aussi, mécanique quantique, pour ne pas citer. T'as des types qui se pointaient, toi tu galérais à comprendre ton cours, et en fait les mecs, ils arrivaient, tu les avais jamais vus du semestre, et ils te torchaient un 19 sur 20 comme ça, tu vois, en lâchant leur copie. Insupportable. En lâchant leur copie avec une demi-heure d'avance sur tout le monde, tu sais. Et en disant, gars, je crois que j'ai raté. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Tu sais, le mec, toi, tu sortais, t'étais en pleurs, voilà, tu sors du bahut, et toi, tu le trouves en train de manger un kebab dehors, tu vois, et il te rote un, je crois que j'ai raté, alors qu'il a 19, tu vois. Ça, c'est vraiment le. J'en ai eu aussi. Génial, quoi. J'en ai eu aussi. Ça donne envie de leur faire un croche-patte dans l'escalier, quoi.
C'est insupportable. Et bon, et Grothendieck, il était encore au-dessus de ça. Et donc il y a plein comme ça. Il y a sur son histoire, il a eu 6 sujets de thèse. Il en a présenté un, puis il en avait 6 autres. Il a tué une partie du game en analyse fonctionnelle. Il a changé de champ, tu vois, ce qui est très rare en mathématiques. Lui, il était capable d'une abstraction, d'une capacité d'abstraction qui était si grande qu'il pouvait changer comme ça de champ disciplinaire. Mais il s'avère qu'il n'était pas français. Il est resté apatride. C'est un un des rares passeports Nansen de Ouais, France. Donc c'est un passeport Nansen, étant issu né à Berlin, son père étant issu du RSS. Donc Grothendieck était apatride et il a pris la nationalité française très tard. Mais comme il ne pouvait pas travailler à l'université française, on a littéralement créé une sorte de Princeton à la française en France. C'est l'IHES, l'Institut des hautes études scientifiques, qu'on a créé autour de lui, dans lequel il a d'accord. officié pendant 12 ans avec les meilleurs étudiants du monde entier qui venaient assister à ses séminaires de géométrie algébrique. Et la blague était un des mathématiciens qui disait: moi j'avais des problèmes et pas de solutions, lui il a des solutions et pas de problèmes.